Bonjour, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Je vous souhaite un bon accueil dans votre émission Sciences et Civilisation Ilm wa Hadara. Aujourd'hui, nous allons faire le voyage des planètes. J'ai le grand plaisir d'accueillir sur ce plateau Madame Hasna Chinaoui Aoujhan. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes planétologue. Vous êtes spécialiste de ce que l'on appelle la géologie de la Terre et des planètes, une cosmochimie. Il y a beaucoup de termes qu'on va expliquer dans un instant. Mais d'abord, il est de coutume, dans cette émission, de faire un retour sur votre itinéraire et vos motivations. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser aux planètes ? Bien, bonjour chers collègues, merci infiniment pour votre invitation et pour l'intérêt que vous portez à cette thématique. Alors, comment ? Donc c'est tout un cheminement, bien évidemment. D'abord, vous commencez un cheminement pour comment est-ce qu'on a choisi, comment j'ai choisi la géologie dans un premier temps, parce que c'était pas évident. Donc quand j'ai intégré la faculté des sciences Casa en tant qu'étudiante, en 1981, après mon baccalauréat, c'était plus pour faire de la biologie. Et j'ai eu des enseignants qui étaient extrêmement inspirants. C'est souvent le déclic avec les rencontres. Les rencontres, je me rends compte avec tous nos collègues scientifiques, que ce soit dans le domaine des sciences de la vie, de la Terre, dans le domaine des mathématiques, dans le domaine des études de sciences humaines, c'est souvent des rencontres. Absolument. Et donc de la biologie, vous bifurquez vers la géologie. Alors, je bifurque vers la géologie, jeune fille, au Maroc, donc c'est pas tout à fait évident, mais j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont cru en moi. Très important, oui. Et ensuite, donc, un doctorat à Paris sur, en fait, la géochimie des gaz rares. Donc, il faut nous préciser un peu ce que c'est. Pour faire très simple, pour expliquer ce que c'est que donc pendant plusieurs années, j'ai travaillé sur en fait les gaz qui sont contenus dans les liquides magmatiques et qui vont permettre au magma de sortir d'un volcan. Donc, quel est le moteur d'ascension? Donc, ce sont les gaz. Et donc, les gaz rares, en fait, ils sont inertes, ils n'interagissent pas. Et donc, ce sont d'excellents indicateurs par rapport à comment va être transporté un magma depuis sa chambre magmatique jusqu'à sortir. Un magma, vous pouvez préciser? Alors, le magma, c'est de la roche fondue. Simplement. La roche fondue, oui. C'est de la roche fondue qui est, à la limite du manteau de la Terre. Et donc, c'est ce qui sort, en fait. Dans un volcan, vous allez avoir du magma qui va sortir sous forme de lave. Oui. Et donc, le moteur accompagné de gaz. C'est, vous voyez un petit peu quand vous avez une boisson gazeuse, oui. que vous agitiez, quand oui. vous ouvrez, la boisson sort. Bien sûr. Qu'est-ce qui la fait sortir? En fait, c'est les gaz qu'elle contient, qui emportent, qui entraînent donc ces liquides-là. Donc, une thèse sur la géochimie des gaz rares, retour au Maroc. J'intègre l'université Hassan II de Casablanca, la faculté des sciences Casa où vous avez été étudiante. Où j'étais étudiante en tant qu'enseignante. Oui. Et au bout de, les premières années, c'est beaucoup de préparation de cours. J'avais les enfants qui étaient petits, etc. Mais au bout de 5 ans, j'ai voulu faire une thèse d'État. Et très naturellement, je me suis tournée vers le laboratoire qui m'a accueilli pour ma première thèse, vers mon professeur en à France. Paris. Oui. Donc, Pierre et Marie Curie. L'université Pierre et Marie Curie avec le professeur Albert Jambon. Donc, je l'appelle en lui disant, je vais faire une thèse d'État. Il m'a dit, alors, tu sais, le laboratoire, c'est réorienté. On travaille sur les météorites maintenant. Ah, voilà. Et il y a des contextes de la recherche. Et il y a beaucoup de météorites qui commencent à venir du Maroc. C'était en 2000. Ah, oui. Et donc, tu as ta place là-dedans. J'avais jamais entendu parler de météorites. Je ne savais pas ce que c'était. Il faut prendre des risques. Et donc, ça m'a tout de suite parlé. Et donc, je me suis lancée dans une thèse d'État. Parce qu'il faut dire à nos téléspectatrices et téléspectateurs que vous êtes Madame Météorite du Maroc. C'est peut-être un peu prétentieux, non, mais laissez-moi le dire moi. C'est-à-dire qu'effectivement, maintenant, vous êtes identifiée comme une spécialiste des météorites. Alors, j'ai fait en sorte d'avoir la crédibilité scientifique par la thèse d'État, mais aussi par vraiment beaucoup de formations pour différentes thématiques qui englobent toutes les thématiques des météorites, allant des classifications aux recherches les plus poussées
sur des météorites, par exemple météorites martiennes, etc. Donc, il y a une crédibilité scientifique qui est installée, non seulement sur le plan national, mais aussi et surtout sur le plan international, auprès des instances, en fait, scientifiques, comme la Meteoritical Society, où je suis expert international, reconnu en tant que tel. Elle est basée où Alors, la Meteoritical Society, c'est une société savante qui regroupe tous les chercheurs sur les météorites dans le monde entier. Donc, le siège est aux États-Unis, mais la présidence est tournante, oui. Donc au niveau du monde entier, où j'ai fait partie du bureau de cette société, du comité de nomenclature des météorites, qui est constitué de 12 experts internationaux. J'étais la seule arabe, musulmane, donc pendant 2 mandats, et ensuite on m'a demandé de revenir pour 2 autres mandats. Donc il y a une crédibilité qui doit se construire. Qui se fait bien sûr par la mobilité des chercheurs, par le fait que vous avez, tout en étant dans cette localité de Ain Choc en tant que professeur ici, gardé tout le temps un contact avec l'extérieur. J'ai pu voir aussi que vous avez été visiting professeur dans plusieurs universités, en Allemagne, en Italie. Quelle fut votre expérience, par exemple, dans ces 2 pays? Alors, les échanges sont absolument fondamentaux en sciences, pour moi en tout cas. Pour tout le monde. Voilà, donc on ne peut pas rester cantonné dans un endroit et se dire qu'on va faire de la science. La science, elle est universelle et elle se fait par les coopérations internationales. Et donc, en Allemagne ou en Italie, ou aux États-Unis, ou en Australie, les modes de coopération que nous avons, alhamdoulilah, dans beaucoup de laboratoires du monde entier qui nous sont ouverts, c'est pour des analyses, c'est pour monter des projets communs, c'est pour les encadrements et co-encadrements des doctorants. Alors, au Maroc, nous avons énormément de choses, mais nous manquons de certaines techniques analytiques qui sont disponibles dans d'autres pays, qui nous ouvrent les portes de leur laboratoire par des coopérations et par une confiance qui est instaurée entre des chercheurs qui savent que il y a une crédibilité. Je reviens beaucoup à cette rigueur et crédibilité parce que c'est quelque chose de fondamental. C'est une garantie pour vos recherches, pour la recherche de vos étudiants et pour, comme vous dites, l'interaction avec les laboratoires, les différents laboratoires qui travaillent sur les météorites dans le monde. Évidemment, nous sommes tenus par des normes scientifiques. Oui. Et si nous ne répondons pas à ces normes scientifiques, on ne peut pas accéder, on ne peut pas collaborer, on ne peut pas. Donc il y a des normes et encore une fois, alhamdoulilah, ces coopérations, ces collaborations ont permis de porter de très beaux travaux partant du Maroc et avec je vais dire d'égal à égal. On travaille ensemble, on travaille vraiment ensemble. C'est un point important et précisément puisqu'on est sur la question des laboratoires, vous dirigez actuellement à l'université de la faculté de sciences de Ain Choc à Casablanca. Vous dirigez un laboratoire. Peut-être vous pouvez nous le présenter aux téléspectateurs ce soir. Alors j'ai dirigé ce laboratoire, mais c'est une responsabilité tournante. Donc oui, j'ai été relayée par un collègue. Donc le laboratoire, c'est un laboratoire pluridisciplinaire de géologie, bien sûr, pluridisciplinaire, où nous travaillons sur la planétologie, mais aussi sur la géologie minière, également sur l'hydrogéologie, l'environnement. Nous avons même des chimistes et des physiciens. Donc on a voulu, quand on a créé ce laboratoire, être un petit peu complémentaires sur des thématiques qui nous regroupent, oui. Et qui sont complémentaires. Chacun apporte donc son expertise, encore une fois, chimie, biologie, physique, et donc nous avons des doctorants qui ont, pour certains, soutenu leur thèse, d'autres qui les préparent. Nos doctorants sont accueillis dans différents laboratoires du monde. Ils ont même des post-docs aux États-Unis, en Allemagne. Donc voilà, donc nous avons en fait un travail qui est assez global dans la géologie et en essayant de garder une certaine excellence scientifique.
J'ai cru comprendre que justement dans ce domaine de la planétologie, vous avez introduit au Maroc ce que l'on appelle la cosmochimie. Est-ce que vous pouvez en donner quelques éléments? Parce que tout le monde connaît bien la chimie moléculaire, la chimie organique, la chimie même qui s'occupe des gènes, la génétique. Mais la cosmochimie, cosmos, donc ça vient de l'univers, une chimie de l'univers. Ça ressemble à quoi? Alors c'est simplement, en fait, quand on travaille sur des matériaux extraterrestres, on va analyser des éléments chimiques qui n'ont pas une origine terrestre, qui ont une origine extraterrestre. Et dans ces éléments chimiques qui ont une origine extraterrestre, on va pouvoir lire l'histoire des corps parents, que ce soit les astéroïdes ou les planètes, et bien au-delà de cela, on va pouvoir lire l'histoire. Les corps parents, les corps apparentés, les corps qui sont apparentés à quoi? Alors les corps parents, pour être très simple, on va dire qu'une météorite martienne, son corps parent, c'est la planète Mars. D'accord. Une chondrite ordinaire, son corps parent, c'est un astéroïde. Donc, ces objets-là, ces corps parents qui sont extraterrestres, il y a très peu de missions spatiales qui sont parties dessus pour qu'on puisse avoir des échantillons. Les météorites nous permettent de faire ces analyses. Qui arrivent sur notre planète Terre. Absolument. Donc, analyser ces roches vont donner une idée de la chimie extraterrestre, de la chimie des astéroïdes, des planètes, des comètes, et au-delà de cela, pouvoir comprendre la chimie initiale de l'univers. Parce que les éléments chimiques dont nous sommes constitués, eh bien, en fait, c'est tout un historique depuis le Big Bang où ces éléments vont se constituer, d'abord l'hydrogène, ensuite l'hélium, et comment, à partir de ces éléments-là, une étoile va se former, et à partir de cette étoile, comment, selon l'étoile, il va y avoir formation de nouveaux éléments chimiques. Et donc, c'est tout ce cheminement de lecture et de compréhension des éléments chimiques dans leur historique depuis, en fait, leur formation initiale dans le Big Bang, c'est ce qu'on appelle la cosmochimie. Et donc, cette science-là, eh bien, elle n'est pas très développée au Maroc, on va dire. Donc, j'avais introduit au niveau des cours de 3e année de licence pour les étudiants de géologie, un cours de cosmochimie que je continue à dispenser et qu'on va, dans la nouvelle réforme, on a maintenu une initiation voilà, à la cosmochimie parce que c'est fondamental. On doit savoir. Fondamental dans tous les sens du terme. C'est au fondement, comme vous dites, des autres chimies. Et puisque vous étiez sur ces questions d'histoire de notre univers, vous êtes aussi très très sensible au patrimoine géologique au Maroc. Et justement, peut-être qu'on peut l'aborder à partir de la question des météorites maintenant, que vous avez fait l'analyse d'un météorite qui est tombé au Maroc, qui a le nom de Tissint, je crois, c'est cela? Absolument. Alors, absolument. Il faut nous en dire plus parce que c'est extraordinaire. Il y a 4-5 ans à peu près, non? Alors, c'était en 2011. La chute de la météorite de Tissint, c'était en 2011, en juillet 2011. Alors, une chute incroyable qui s'est produite. Extraordinaire. Au sud de Tata, en fait, à peu près à 70 km en voiture, en fait, à peu près à 50 km au sud de Tata. Donc, alors, le volet patrimoine géologique est un volet vraiment, pour moi, c'est un volet fondamental aussi, en fait, parce que nous avons un pays qui est un pays de géologie, avec des richesses géologiques. Voilà, et une richesse géologique exceptionnelle. Nous avons des fossiles exceptionnels, des minéraux exceptionnels et des météorites exceptionnelles. Et des géosites. Vous l'utilisez au pluriel, des météorites. Et nous en avons plusieurs. Nous avons plusieurs dizaines de milliers de météorites qui sont ramassées dans le sud du Maroc. Plus, donc ça, ce sont les trouvailles, et puis plus les chutes observées, c'est-à-dire les météorites qui sont vues arriver sur Terre, comme Tissint par exemple. Donc, ce patrimoine est fabuleux, à plus d'un titre.
sur le plan scientifique, parce qu'il nous amène énormément de savoir, et puis sur le plan patrimonial, parce que c'est notre histoire au final, l'histoire de notre pays. Et donc, préserver, protéger, montrer, valoriser ce patrimoine est quelque chose d'important. Il en faut un musée, il faut en faire un musée quasiment. Si vous dites qu'il y a plusieurs milliers de météorites au Maroc, il faudrait promouvoir l'idée d'une visibilité de ces météorites. Alors ça, c'est un projet dont je rêve depuis plus de 20 ans. Entre-temps, donc, nous avons ouvert une expo-musée qui s'appelle Les météorites messagères du ciel, qui est à Casablanca. Qui entame sa 3e année. Nous sommes dans un espace commercial. C'est très antinomique, mais c'est vraiment un apport exceptionnel des sciences. Pour la visibilité, voilà. Et puis donner en fait l'accès aux sciences à tout un chacun. C'est ça. Sans qu'on aille vraiment la chercher. Elle est à la portée. Donc, ce patrimoine géologique, pour en revenir à Tissint est exceptionnel parce que c'est une météorite martienne qui a été vue tomber au Maroc. Et c'est uniquement la 5e chute observée dans le monde qui a été vue. Et donc, ça nous a permis de travailler sur des... De quelle dimension à peu près? Alors, la masse totale de tous les petits morceaux, nous l'avons estimée à peu près à 7 kg. Ah. Et pour parler de musée, donc au Maroc, il y a quelques grammes de cette météorite. Et les plus grosses pièces, donc 1,2 kg, c'est au Muséum d'Histoire Naturelle de Londres. Ah. 900 grammes, c'est au Muséum d'Histoire Naturelle de Vienne, etc. Pour quelle raison? Pour des raisons alors, de oui. Meilleure conservation là-bas? Absolument pas. C'est simplement qu'il y a des gens qui achètent et il y a des mécènes qui achètent et qui donnent. Quand ça part dans un musée, c'est excellent parce que il y a un suivi pour la science. D'accord. Donc, c'est des mécènes qui donnent de l'argent pour que il y ait de beaux objets qui soient dans les musées de leur pays. Donc, aux États-Unis, etc. Donc, ces météorites comme Tissint, alors, on a pu l'analyser très rapidement avec des techniques sophistiquées, avec la crédibilité internationale et l'ouverture des labos du monde entier, parce que les gens, en fait, très rapidement, donc on a pu se mettre en réseau. J'ai pu faire un consortium de 20 chercheurs de 10 pays différents, les États-Unis, Angleterre, etc. Nous avons travaillé sur cette météorite très rapidement et nous avons pu sortir... Faire sa composition? Absolument, la composition des gaz qu'elle contient. Donc nous avons pu démontrer 3 choses importantes. D'abord que toutes les météorites qu'on pouvait dire qui venaient de Mars, on a démontré de façon formelle qu'elles étaient vraiment martiennes. Ensuite, on a démontré que quand Tissint a été arraché à son corps parent à Mars était humide. Humide. Donc et ensuite, on a calculé l'âge d'éjection. Donc cette météorite, elle a été arrachée à la surface de Mars il y a à peu près 1 million d'années. Donc tout ça, ça nous a valu une publication dans Science, donc qui pour nous, revue prestigieuse. Revue prestigieuse. Et bien sûr, les analyses continuent sur cette météorite. Oui, en alors janvier. elle a d'après ce que j'ai pu comprendre dans les papiers que vous avez publiés, que vous m'avez transmis, qu'il y a une diversité organique. Le mot est fort, c'est-à-dire quelque chose de vivant, issu de la planète Mars, du corps parent, comme vous dites. Alors, ça nous a pris quand même la deuxième publication dans Science. Elle est parue en janvier 2023, et on a démontré que, en fait, il y avait la plus grande richesse, organique dans cette météorite. Alors, on cherche la vie, mais organique, mais non pas d'origine biologique, mais d'origine minérale. Mais bien évidemment, derrière cela, c'est l'astrobiologie, c'est comprendre, chercher comment la vie est née et comment elle est née sur Terre et ailleurs. Donc c'est tous ces questionnements-là. Et les météorites sont fondamentales en ça. Nous en avons plusieurs au Maroc. Je citerai Tserda, qui est une chondrite carbonée, Tissint, Tigert, énormément de météorites qui ont une valeur scientifique fondamentale, importante. Majoritairement dans le sud?
Beaucoup dans le sud, mais nous avons eu une chute dans le Rif en août 2022. Ah. On a eu Ben Guerir, une météorite qui est tombée, la première sur laquelle j'ai travaillé, la première chute sur laquelle j'ai travaillé, c'est la météorite de Ben Guerir qui est tombée en novembre 2004, le 22 novembre 2004. À Ben Guerir. Ce sont des actes de naissance de météorites, ça, en quelque sorte. Oui, elles ont chacune leur... Et bien justement, tout le travail qui a été fait pendant ces 23 dernières années, c'est de faire une parfaite documentation de ces chutes. Avec une classification. Avec une classification et une description. Travail de terrain, travail scientifique de classification dans des laboratoires marocains avec la coopération internationale et une identité marocaine. Des noms marocains, une identité marocaine. Pour moi, ça, c'est important. Très important dans les publications de scientifiques que les noms précisément de chercheurs marocains puissent apparaître, parce que c'est la grande critique qui est souvent faite à travers le monde, c'est que en Afrique notamment, on vient trouver un matériau, on l'analyse et puis finalement la visibilité de la recherche n'est pas toujours locale. Et donc là, vous êtes très sensible à ce sujet. Extrêmement sensible. Il ne s'agit pas, j'ai bien dit tout à l'heure, en fait, on fait de la coopération et de la vraie coopération. Ce n'est pas, on travaille d'égal à égal. Chacun a son expertise. Chacun apporte son expertise dans les projets que nous montons. On a des projets très variés avec des expertises. Et donc, les publications, évidemment, donc les doctorants, ils ont des publications qu'ils portent, eux, de l'Université Hassan II de Casablanca, dans des revues qui sont de très très bonne facture. Mais voilà, ça fait apparaître le travail qui est fait dans nos laboratoires. Tout à l'heure, on a longuement parlé maintenant des météorites. Vous avez aussi à un certain moment prononcé le mot astéroïde. Oui. Et on va le dire, pardon pour votre humilité, mais que un des astéroïdes a votre nom, Chenaoui. Alors les astéroïdes par rapport aux météorites, c'est quel... Il y a le mot astre dedans, mais c'est des petits astres, c'est cela? Alors les astéroïdes, ce sont des petits corps rocheux, pour la plupart qui sont situés dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Il y en a des milliards. Donc le plus gros c'est Cérès, et après il est suivi par Vesta qui fait à peu près quand même 530 km de diamètre, donc c'est pas mal, hein. Donc qui nous donne des météorites donc d'un certain type. Et ces astéroïdes, ce sont des corps rocheux. Ils sont différents les uns des autres. Il y en a qui sont métalliques, il y en a qui sont carbonés, il y en a qui ressemblent aux roches magmatiques terrestres. Et ils nous envoient, certains d'entre eux nous envoient des météorites. D'accord. Et ça nous renseigne quand même parce que certains sont extrêmement primitifs. Donc, ça nous renseigne sur l'origine et l'histoire de la formation de la Terre. Je précise quand même que la Terre, on sait qu'elle a 4,6 milliards d'années, mais on ne l'a pas datée. On connaît cette date et cet âge par la datation des météorites. C'est cela. Et même le Soleil. C'est l'indice de l'histoire de la Terre. Absolument. De la Terre et des planètes du système solaire. Et même avant de cela, vous me parliez de cosmochimie, justement, dans certaines météorites, il a été trouvé des minéraux qui remontent à plus de 7 milliards d'années. Donc, en fait, où on voit un peu des restes, bien avant la bien Terre. Avant la formation du système solaire. Donc, voilà. Donc, un héritage, mais un héritage extrêmement fort. Et ça conduit à beaucoup d'humilité cosmique, tout cela. Beaucoup d'humilité cosmique, une humilité face à la grandeur du cosmos et de l'univers. Je sais que vous êtes aussi sensible, pas seulement au patrimoine géologique marocain, mais aussi aux ramifications dans les autres pays africains, donc et arabes. Donc, je crois que le Gabon, vous avez eu une collaboration avec ce pays. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu l'état de ces recherches-là? Alors nous, en fait,
pareil, dès le départ, j'ai essayé de promouvoir ces sciences au Maroc, mais aussi sur le plan arabe, Moyen-Orient et Afrique. Parce que ces pays, donc par exemple dans tous les pays de l'Afrique du Nord, il y a un patrimoine, ou du moins de météorites, qui est extrêmement riche. Dans la péninsule arabique également, en Afrique. Et ces objets-là ne sont pas valorisés par les scientifiques des pays. Et donc, on a essayé de montrer ou d'amener des collègues de différents pays à suivre un petit peu l'expérience ou l'exemple marocain. Parce qu'on a tout construit, de rien. Donc, nous avons des collaborations avec plusieurs pays. Pour certaines, ça marche plus rapidement que d'autres. Et nous avons formalisé cela avec un collègue qui est donc de l'IRD et de l'Université de Toulouse, qui s'appelle David Baratou. On a monté une initiative qui s'appelle African Initiative for Planetary Science, pour justement... C'est une plateforme... Voilà, c'est pas une association, mais c'est une plateforme et on construit petit à petit. Pour archiver les questions relatives aux météorites? Pas que, donc vraiment c'est beaucoup plus global dans la planétologie de façon générale et plus aussi de l'astronomie. Nous avons essayé, là dernièrement, on a pu lever un peu de fonds pour pouvoir faire des formations pour les doctorants, oui, les envoyer dans des congrès, faire des formations dans les pays in situ pour ces thématiques-là. Et donc, construire ce développement de ces thématiques dans notre une continuité à ces recherches, finalement, assurer une continuité. Il ne faut pas que ça s'interrompe et pour cela, il faut beaucoup d'énergie. On arrive à la dernière partie de l'émission. Je voudrais qu'on la consacre à la fondation que vous animez, la fondation dite At-Tariq, que vous allez nous présenter et qui est, alors elle aussi s'inscrit dans la continuité, mais peut-être plus dans la transmission de tout ce savoir qui est, j'allais dire, multiséculaire. Non, il faut trouver d'autres termes puisqu'on est sur des milliards d'années, comme vous dites. Alors, c'est quoi cette fondation At-Tariq? Alors, At-Tariq, c'est At-Tariq, c'est la route. Non, c'est Sorat At-Tariq. Ah, pardon. Donc, voilà, je vous en prie. Donc, Al-Najm Al-Thaqib, etc. Mais en même temps, c'est un acronyme. C'est All Together Task Force for Advancing Research, Innovation and Knowledge. Donc, cette association est le fruit de toutes les années de travail scientifique, mais aussi de partage. Parce que dès le départ, on a fait beaucoup de workshops, d'ateliers, de conférences dans les écoles. Donc, il était naturel, et avec des personnes qui sont sensibles aux sciences, de monter une association qui n'est pas uniquement la casquette académique, mais une casquette beaucoup plus large de tous les amoureux des sciences pour la promotion de ces sciences. Alors, At-Tariq a 4 objectifs. Donc, elle a été créée en 2019. Le premier objectif, c'est la promotion de la recherche scientifique sur les météorites et la planétologie au Maroc. Le deuxième objectif, c'est la valorisation du patrimoine géologique du Maroc. Le troisième objectif, c'est la diffusion du savoir, donc le partage. L'expo musée Les météorites messagères du ciel en fait partie, justement. Nous accueillons des écoles, du grand public. Et le dernier objectif, c'est le développement territorial par le géotourisme et l'astrotourisme. Nous avons des richesses fantastiques et il faut que les locaux, les gens dans le sud, dans les différentes régions, puissent se l'approprier et vendre le Maroc aussi comme une terre de science, une terre de savoir. Oui. Donc ça, c'est les objectifs de At-Tariq. Nous faisons beaucoup de choses. Donc vous recevez les élèves des écoles. Tout à fait. Ça doit être magnifique de voir le regard émerveillé face à toutes ces splendeurs de l'univers. C'est fantastique, d'autant que pour nous, c'est éveiller une curiosité scientifique. Oui. C'est très important. Oui. Et susciter des vocations. Oui. Oui. Et montrer. Hier, on avait des élèves de terminale qui venaient de Tanger, donc qui sont en pleine recherche de ce qu'ils vont faire, mais on reçoit aussi des élèves de la maternelle. Donc ces différents regards sur des perspectives d'avenir
Mais aussi, on parle de l'histoire de la vie sur Terre, Oui. sur notre impact. Voilà. Pourrais-je utiliser cette expression, le passé de l'univers a un grand avenir? Ah, magnifique. Elle est magnifique, votre expression. Oui, vous pouvez. Magnifique, ben oui. Le passé de l'univers a un grand avenir parce qu'il y a beaucoup de choses à connaître encore. Beaucoup de choses à comprendre. Curieusement, beaucoup d'individus ne se demandent pas toujours, et je pense aux enfants, où va-t-on, mais d'où nous venons? Et beaucoup, permettez-moi de partager avec vous cela, au niveau d'une vie humaine, un enfant qui dit à sa maman, avant que je sois dans ton ventre, j'étais où? Ouais. Donc, vous voyez, je crois qu'il y a, quand vous dites susciter la curiosité, ça peut commencer par des choses anecdotiques comme celles que je viens de dire, mais ça va plus loin, effectivement, dès lors que les enfants sont accompagnés par des gens qui sont dans le savoir comme vous. Et peut-être un mot pour les étudiants que vous encadrez, parce que vous les associez, je suppose, à ce travail de tariq. Absolument. Nos doctorants font partie prenante. La secrétaire générale de At-Tariq est une doctorante. La secrétaire générale adjointe également. Donc, ils sont investis là-dedans parce que pour moi, c'est important qu'ils aient également cette sensibilité de la promotion. On peut donner leur nom propre pour oui. leur dire, le rendre hommage, leur faire honneur. Oui. Alors la secrétaire générale de l'association s'appelle Soukaina Arif, donc et elle prépare sa thèse. Et la secrétaire générale adjointe, c'est Fatem Zahra Jadid. Et donc chacune travaille sur une thématique particulière. Fatem Zahra travaille sur la surface de Mars, la chimie de la surface de Mars, et Soukaina travaille sur une des chutes de météorites du Maroc. Mais tous les autres, alors pour ne pas faire de favoritisme, tous mes doctorants ont un rôle important, aussi bien dans la fondation que dans la promotion des choses. Je leur dis, nous sommes des ambassadeurs de notre pays, là où nous allons. Donc, on doit le représenter au mieux. Et puis, il représente aussi, j'espère, donc le flambeau qui va aller plus loin, en espérant qu'ils puissent avoir des postes au niveau de nos universités. Bien sûr qu'ils aient une atmosphère de recherche porteuse, et tout le mérite vous revient. Vous connaissez le mot de Ibn Rushd, si le professeur est respecté, c'est parce que l'élève est principe. Vos doctorants sont des principes pour vous. Nous les saluons, nous vous saluons, nous vous remercions de votre présence aujourd'hui sur le plateau de Sciences et Civilisations. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, merci de votre écoute, toujours attentive, toujours bienveillante. Et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.